Bonjour mesdames et messieurs, on est dimanche le 25 mars 2018, vous êtes sur RTI 1, bienvenue. Les résultats des premières élections sénatoriales ivoiriennes ont été livrés hier à l'issue du vote des 7010 grands électeurs. Selon les premières tendances, le RHDP a raflé la majorité des 66 sièges dans cette élection. Les indépendants ont tout de même réussi à ravir des sièges dans 8 circonscriptions. La question du parti unifié est aussi à l'ordre du jour de l'actualité nationale. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, cadre du RHDP et par ailleurs fils du Sud Comoé, vient justement d'organiser une rencontre à Grand-Bassam avec des élus et des cadres de la région. Ce 25 mars, c'est le dimanche des Rameaux, le dimanche qui précède le dimanche de Pâques et qui marque l'entrée dans la Semaine Sainte. Ce dimanche, les catholiques portent des rameaux qui, une fois bénis, sont tenus en main par les fidèles qui se mettent en marche en procession. Le SOAC, le système ouest-africain d'accréditation, c'est l'unique organisme d'accréditation commun aux 8 États membres. Créé en 2010 lors du Conseil des ministres de l'UEMOA, il démarre effectivement ses activités cette année. L'opérationnalisation des activités du SOAC devrait changer complètement la donne au bénéfice de l'économie et des populations de l'espace UEMOA. Les compétences des organismes d'évaluation de la conformité pourront désormais être évaluées dans la région à un coût moindre. L'action du SOAC appuiera également les dispositifs nationaux qui veillent à ce que les populations consomment des produits et services conformes, sains et sûrs. Le SOAC est donc chargé de gérer la politique communautaire en matière d'accréditation dans le strict respect des normes et exigences internationales, mais en concertation avec les services de l'Union, les États et les opérateurs privés. N'est-ce pas, M. Baguidi? J'ai bien travaillé mon sujet. Tout à fait, M. Diaby. Déjà, merci. Merci d'être venu. Merci à vous. On en parle tout à l'heure. Merci. Dans une demi-heure. Mais avant, qu'est-ce qui se passe au niveau des sénatoriales? La coalition au pouvoir, le rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix a sans surprise remporté la victoire des premières élections sénatoriales de Côte d'Ivoire. L'opposition boycottait le scrutin. Le RHDP obtient donc 50 des 66 sièges en jeu. Les indépendants ont réussi à s'imposer dans 8 circonscriptions avec quelques surprises cependant à Bouaké et à Yamoussoukro. À présent, on attend les noms des 33 derniers sénateurs qui, eux, seront non pas élus, mais désignés par le président Alassane Ouattara pour siéger en avril prochain. Et vous le savez, la CEI a donc proclamé les résultats provisoires. Des recours sont possibles et c'est après cette étape que le Conseil constitutionnel va proclamer les résultats définitifs de ces premières sénatoriales en Côte d'Ivoire. Et ce soir, à partir de 21h30, la rédaction de RTI 1 vous propose en direct une émission consacrée au décryptage de ces élections, un regard sur l'organisation du scrutin et les enjeux de cette deuxième chambre du Parlement. Ce sera donc ce soir à 21h30 avec David Mobio. Récemment, à Grand-Bassam, le vice-président Daniel Kablan-Duncan et les cadres et élus du Sud Comoé se sont rencontrés. Au centre de cette réunion de concertation, le débat portait sur la création du parti unifié des eaux-fouettistes et la question de l'alternance au pouvoir en 2020. Le compte-rendu de Viviane Haïm. À cette rencontre qui a réuni le vice-président Daniel Kablan-Duncan, par ailleurs député de Grand-Bassam, et les cadres et élus du Sud Comoé, dont il est désormais la figure emblématique, étaient présents, entre autres, le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, le président du conseil régional à Kaawélé, le député suppléant de Grand-Bassam, Seriba Koulibaly. Rencontre de concertation face au débat sur la création du parti unifié des eaux-fouettistes et la question de l'alternance au pouvoir en 2020. Sur ces deux sujets, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a affiché des positions sans détour. Concernant la création du parti unifié, il a fait valoir la nécessité de l'union de tous les enfants d'Oufoué-Boigny. Vous savez, nos deux présidents, le doyen Henri Konan Bédié et son jeune frère, le président de la République, président d'honneur de RDR Alassane Ouattara, souhaitent vraiment qu'il y ait des décisions fortes en Côte d'Ivoire. Ils souhaitent aussi que ce pays soit stable et que ce pays aille de l'avant. Je pense que les résultats importants que nous avons obtenus depuis 2012 montrent à l'envie que nous avons pris la bonne voie. Parce que la croissance, vous le savez, elle est forte. Vous voyez le flot d'hommes d'affaires qui vient ici.
Mais ce flot-là ne peut continuer que s'il y a la paix. Oui, s'il y a la paix, s'il y a l'entente, s'il y a l'union. Vous savez que c'est à Paris, en mai 2005, que le RGP a été mis en place. Et nos doyens, nos responsables ont décidé de faire en sorte qu'aux élections, d'abord de 2010, ensuite 2015, nous allions en RGP. Et ça donne le résultat que nous connaissons tous. Je crois qu'il est essentiel que nous puissions conserver cette paix, que nous puissions conserver ce dialogue, que nous puissions conserver cette tolérance réciproque. C'est comme ça que je peux aller d'avant. Et je crois, quel que soit tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, qu'au final, nous allons aller de l'avant. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de la prospérité partagée. Vous savez très bien qu'entre 2002 et 2010, nous avons eu officiellement 3000 morts. On sait que c'est dépassé ça. Et les Ivoiriens ont dit plus jamais ça. Bon, mais voilà, vous voyez, plus jamais ça. Donc je pense que les politiques n'ont pas compris et qui veulent prendre des chemins qui ne vont pas vers la paix, ceux-là seront rejetés par la population. Sur la question de l'alternance en 2020, le vice-président a précisé que cette question doit être traitée uniquement au niveau du président de la République Alassane Ouattara et de son aîné et frère, le président Henri Konan Bédié. Pour conclure, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a engagé les élus et cadres de sa région à faire confiance à la volonté et à la détermination des deux leaders à régler dans un esprit constructif tous les malentendus et incompréhensions au sein de la grande famille oufouettiste. Ce 25 mars, c'est le dimanche des Rameaux. Dans le calendrier liturgique chrétien, c'est le dimanche qui précède le dimanche de Pâques et qui marque l'entrée dans la Semaine Sainte. Il commémore deux événements. D'une part, la passion du Christ et sa mort sur la croix. D'autre part, l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem où il fut acclamé par une foule agitant des palmes et déposant des manteaux sur son passage. C'est en mémoire de ce jour que les catholiques portent des rameaux qui, une fois bénis, sont tenus en main par les fidèles qui se mettent en marche, en procession, marche vers Pâques du peuple de Dieu à la suite du Christ. Isaïo. Le dimanche des Rameaux, le 6e dimanche du carême chrétien, célébré chaque année. Les fidèles chrétiens de Côte d'Ivoire ont donc sacrifié à la tradition en célébrant ce dimanche la fête des Rameaux. Procession, chants, louanges et prières, rameaux à la main pour commémorer le Christ. Cette fête est aussi l'occasion pour les guides religieux d'expliquer aux fidèles chrétiens le sens de cette commémoration. Pour nous, en célébrant l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, c'est une manière de célébrer la victoire du ressuscité, c'est une manière d'attester que c'est vraiment lui le Messie. À travers la cérémonie de la Passion, nous découvrirons les traits caractéristiques de ce Messie que nous célébrons, qui passe par la souffrance, qui passe par le rejet, qui passe par sa dignité qui est bafouée, qui passe par le port de sa croix, qui passe par la mort, mais qui va ressusciter. Les rameaux, c'est symbolique parce que au temps donc, du Seigneur Jésus-Christ, et même dans l'Antiquité, c'est la symbolique de la victoire. Lorsque les Romains partaient donc au combat, et qu'ils venaient vainqueurs, on tissait les rameaux et donc en tant que couronne, généralement c'est le général qui portait cela pour donc dire que c'est un général victorieux. Pour les fidèles chrétiens, l'heure est à la reconnaissance au Christ. Nous sommes dans la joie aujourd'hui. C'est un grand jour, un jour de bénédiction, un jour de gloire. Aujourd'hui, jour de Rameaux, ils vont acclamer le Seigneur, le proclamer comme roi et vous allez voir d'ici vendredi, ils vont le crucifier. Mais comme lui n'est pas homme, il est Dieu parfait, il va ressusciter le voilà après sa mort. Et donc c'est dans ce processus que nous entrons, où on vous glorifie, on vous crucifie et puis Dieu vous ressuscite. La fête de Rameaux ouvre la semaine sainte qui précède la fête de Pâques. Cette fête sera célébrée le dimanche prochain par les fidèles chrétiens après 40 jours de carême.
Et lors de la 13e conférence annuelle de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire qui a eu lieu du 14 au 18 mars dernier, 10 nouveaux pasteurs ont été consacrés et donc prêts à servir Jésus-Christ. Cette conférence annuelle de l'Église a été l'occasion pour le bishop Benjamin de prôner la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. On retrouve Isaïo. Chants, louanges et prières ont marqué la clôture de la 13e conférence de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire à Yopougon-Kouté. Un culte qui a vu la consécration de 10 nouveaux pasteurs prêts à servir le Christ. Le bishop Benjamin Boni a saisi cette opportunité pour exhorter les fidèles chrétiens à ne pas se substituer aux politiques. Les communautés religieuses ne doivent pas s'identifier aux partis politiques, encore moins à des leaders politiques, au risque de constituer une entrave à l'unité nationale. Elles doivent intervenir sur la scène politique pour y exercer leur mission de conseil, de sauvegarde des valeurs sociales. Le bishop Benjamin Boni a appelé les fils et filles du pays à l'unité, la cohésion et la paix, gage de stabilité et de développement. Le Africa CEO Forum tiendra sa 6e édition demain et après-demain, les 26 et 27 mars prochains, ici même à Abidjan. À cette occasion, plus de 1200 personnalités, décideurs clés de l'industrie, de la finance et de la politique, venus de plus de 60 pays, se réuniront au cours de ce qui est désormais le plus grand marché, le plus grand rendez-vous du secteur privé africain. Et en choisissant le thème champion africain à l'heure de la transformation, le Africa CEO Forum édition 2018 entend permettre à ses participants de penser des plans d'action pour favoriser la transformation des grandes entreprises du continent. Que s'est-il passé lors des éditions précédentes du Africa CEO Forum? Alors on ajuste le rétroviseur, retour sur les 5 dernières éditions avec Noël Niayo. Le Africa CEO Forum, à l'origine, une volonté, créer une plateforme de rencontres et d'échanges des privés africains qui s'ignorent. Comme on reçoit beaucoup de chefs d'entreprise à Jeune Afrique, on s'est aussi rendu compte que les chefs d'entreprise entre Camerounais, Ghanéens, Ivoiriens, Sénégalais ne se connaissaient pas. Et donc on a décidé de créer un événement qui pouvait être la plateforme du secteur privé pour arriver à montrer au monde que le capitalisme africain existait, pour permettre aux acteurs de ce secteur privé de se connaître tous les uns les autres, de rencontrer des financiers pour les aider à se développer. L'idée prend pied en 2012, c'était à Genève en Suisse. L'idée a fait son chemin, mieux, elle a prospéré. La rencontre Africa CEO Forum, ça se développe, ça se diversifie et ça maintient la réflexion au niveau du développement des affaires sur le continent. On a un nombre de participants qui est passé en 5 ans de 500 à 1200 participants. Vous avez vu la qualité des participants, le nombre de pays qui sont représentés, de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud. Et surtout la qualité du networking qui se fait, la qualité des discussions. On a maintenant des communautés qui se sont créées dans le forum, notamment la communauté des femmes dirigeantes, la communauté des jeunes entrepreneurs. La raison essentielle de cette performance, les fils d'Afrique ont compris qu'ils doivent relever les défis du développement parce que c'est maintenant ou jamais. Aujourd'hui, il y a une vraie fenêtre pour l'Afrique. Ne nous leurrons pas, tout le monde est focusé sur l'Afrique, comme tout le monde était focusé sur l'Asie, mais ça ne va pas durer toute la vie. D'ici quelques temps, une autre région va émerger. Donc toute l'intelligence, c'est comment l'Afrique va avoir cette capacité, durant ces 5 ans, à transformer le potentiel en réalité pour que, définitivement, on prenne le train de l'émergence. Et ça, c'est les grands défis. C'est des défis pour nos dirigeants. Il faut aussi que nous, chefs d'entreprise, nous soyons conscients de la même chose. Mais que si on ne transforme pas dans les 5 ans, ça va aller ailleurs et on n'aura que nos yeux pour pleurer. La mise en garde est suffisamment explicite. Que faire? Comment le faire? Avec quels moyens humains, matériels et financiers pour s'inscrire en bonne place dans l'histoire du monde? Voilà la lame de fond qui a traversé les réflexions des 5 éditions. Pour les besoins de la cause, nous avons retenu le thème de l'édition 2017 à Genève. Réinventer un modèle des affaires propres à l'Afrique. Et pour cause. Que l'Afrique, justement, est dans une position de développement qui est nettement inférieure aux pays développés. Après tant d'années d'indépendance, on devrait aujourd'hui faire le bilan. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'institutions fortes. Et je crois que c'est fondamental. On a peut-être des leaders forts, mais on n'a pas d'institutions fortes. Et c'est ça qui, certainement,
cause un gros problème dans la mesure où quand les gens changent, on a quand même l'impression que même les habitudes qui ont été établies, ce qu'on appelle les best practices, vont changer avec les différents gouvernements. Seulement voilà, il a fait débat. Si on veut vraiment transformer l'Afrique, si on veut vraiment que les Africains bénéficient de leurs ressources, bénéficient de la croissance, il faut qu'on puisse réfléchir à un nouveau mode de fonctionnement. On n'a pas à réinventer un nouveau business model, il y a des principes simples de base qu'on doit mieux faire, c'est optimiser nos actions sur des domaines précis. Une chose est sûre, l'Afrique doit s'accorder une démarche propre à elle, en consolidant la bonne gouvernance. Cela veut dire consolidation du droit dans les pays africains, amélioration de l'environnement des affaires dans les pays africains. Une préoccupation demeure. Comment rendre visible, lisible et compréhensible ces échanges de communication de belles factures au grand public afin qu'il soit conscient que les lignes bougent. Les initiateurs du Africa CEO Forum ont leur petite idée. On est producteur, comme vous le savez, de l'émission Réussite qui passe avec notre coproducteur Canal+, donc qui est déjà une émission qui est consacrée aux chefs d'entreprise. Le Africa CEO Forum est extrêmement de plus en plus connu maintenant, puisque comme vous l'avez vu, il y a des gens qui viennent un petit peu de toute l'Afrique. Autre diffuseur de ces rencontres, la RTI et la télé panafricaine Africable. Il faut décentraliser la couverture d'un événement pareil parce que l'Afrique, c'est vrai, c'est les multinationales, c'est les grandes entreprises, mais le vivier, le grassroots, comme on dit, c'est les petites et moyennes entreprises et ces petites et moyennes entreprises sont intéressées par les médias locaux. Donc il faut aller vers les médias africains véritablement. Il est clair qu'une telle richesse en 2 jours de conférences, de discussions présente pour beaucoup d'Ivoiriens un intérêt certain et cela va nous amener à faire évoluer, utiliser les espaces digitaux. Donc sur notre site internet, sur notre fil Twitter ou Facebook, pour ceux qui les pratiquent, donc les différents réseaux sociaux, nous allons valoriser tous ces espaces pour pouvoir communiquer au mieux la richesse de ce qui s'est passé en 2 jours. Après Genève en Suisse en 2017, Abidjan est à nouveau à l'honneur. Cette fois pour réfléchir sur la problématique de l'industrialisation de l'Afrique pour faire face aux enjeux du chômage endémique des jeunes. C'était un récit de Noël Gnagno. Depuis 2014, l'Agence de gestion des routes bénéficie de l'appui de l'Union européenne, un appui qui porte notamment sur le renforcement des capacités des chefs de projet de l'AGEROUTE en matière de maîtrise d'ouvrage délégués. L'enjeu de cette formation est de permettre à l'agence d'assurer un meilleur suivi des grands chantiers routiers initiés par l'État. Les détails avec Mahama Traoré. Réaliser une route implique à la fois un maître d'ouvrage et un maître d'œuvre. Le premier cité est le commanditaire et le second, l'entreprise désignée pour bâtir la route. Pour un meilleur suivi du chantier afin d'aboutir aux résultats escomptés, le commanditaire a souvent recours à un MOD, maître d'ouvrage délégué. Son rôle est majeur dans l'aboutissement du projet. Une MOD mal assurée, ça pourrait engendrer des problèmes de mise en œuvre de chantier, des délais de chantier qui ne seraient pas respectés, des montants de chantier qui soient dépassés, des contentieux qui soient difficiles à traiter. Ça pourrait avoir des très très fortes conséquences. En Côte d'Ivoire, l'agence de gestion des routes, AGEROUTE, assure la maîtrise d'ouvrage déléguée pour le compte de l'État sur les chantiers routiers. Depuis 2014, l'agence bénéficie de l'appui technique de l'Union européenne, un renforcement de capacité en matière de maîtrise d'ouvrage déléguée. Grâce à cet appui-là, on arrive quand même à cerner toutes les facettes qui existent en fait dans ce rôle-là qui nous est dévolu en tant que représentant de l'AGEROUTE, donc représentant les intérêts de l'État de Côte d'Ivoire sur les chantiers. Avec les acquis de cette formation, l'AGEROUTE va relever le niveau de ses prestations pour ainsi se lancer à la conquête du marché sous-régional. Le secteur de la maîtrise d'ouvrage déléguée est désormais ouvert à la concurrence selon une directive de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. À Yamoussoukro, la NRMP, l'Autorité nationale de régulation des marchés publics et la direction des marchés publics ont organisé vendredi dernier un séminaire à l'intention des sociétés financières publiques majoritaires. Séminaire au cours duquel les cadres en charge de la passation des marchés publics au sein de ces sociétés ont été formés aux principes et enjeux des marchés publics. Cela pour répondre aux exigences économiques du moment marquées par l'optimisation des ressources. Le reportage de Jean-Luc Bangbo.
Ils sont 300 cadres issus des sociétés d'État ou des sociétés à participation financière publique majoritaire qui ont fait le déplacement de Yamoussoukro pour renforcer leurs capacités sur les procédures de contrôle et de régulation des marchés publics. Le Code des marchés publics dispose que toutes les entités qui bénéficient du budget de l'État ou de la caution de l'État sont donc soumises à l'obligation de passer marché. Quoi de plus normal que ces entités aussi sachent quelles sont les procédures en termes de contrôle et de régulation des marchés publics. Plusieurs communications ont été faites notamment sur le principe et les enjeux des marchés publics, les procédures de passation ainsi que les processus de régulation. Nous avons voulu d'abord informer, former, sensibiliser sur la nécessité de respecter la réglementation, sur la transmission de tout ce qui est savoir et savoir-faire pour qu'ils puissent amener à bien ces opérations de passation des marchés. Un séminaire qui vient à point nommé pour rappeler le rôle et la responsabilité des sociétés d'État dans la conduite des marchés publics. Notre attente, donc, elle est grande parce que dans l'exécution de ces marchés, nous avons quelques soucis avec donc, les fournisseurs, nous avons quelques soucis avec même les procédures de passation de marché. Donc il est bon de savoir les procédures qui sont mises en place pour pouvoir réguler ces marchés-là. L'autorité est bien arrivée pour que nos petites et moyennes entreprises puissent accéder au marché d'État. Concilier donc les exigences de célérité et de réglementation, telle a été l'équation que les participants à ce séminaire ont été amenés à résoudre. Les marchés publics en Côte d'Ivoire, rappelons-le, représentent plus de 1000 milliards de francs CFA chaque année. Et toutes ces passations de marché doivent se dérouler dans un climat de paix et de sécurité. Ce volet, bien sûr, préoccupe l'État qui accroît de plus en plus les capacités de mobilité des forces de gendarmerie dans le sud Comoé, par exemple, après celle de Grand Bassam, à Boisseau et à Diaké. La brigade de gendarmerie de Ayamé vient d'être dotée d'un véhicule de type 4x4. On en sait plus avec Michel Digré. Située à 20 km d'Aboisseau, dans la région du sud Comoé, la commune d'Ayamé est confrontée à des défis sécuritaires. Une situation exacerbée par les difficultés de mobilité des forces de gendarmerie, et ce depuis 2011. La brigade de cette localité exécute ses missions sans le moindre véhicule de service. 7 longues années d'attente qui ont fini par engendrer chez les uns et les autres un grand scepticisme et un certain désespoir. L'espoir renaît avec ce véhicule de type 4x4 offert par le gouvernement ivoirien. À cela, il faut ajouter une ambulance remise par le conseil Café Cacao au village d'Apouessou. Le parrain de cette cérémonie, le ministre des Affaires étrangères, en appelle à la responsabilité des uns et des autres quant à l'utilisation de ces véhicules. Ce ne sont pas des véhicules pour faire des courses. Ce sont des véhicules qui sont destinés, le premier, à assurer une plus grande sécurité dans la sous-préfecture d'Ayamé, Bianois et autres, et le deuxième véhicule pour transporter des malades. Les enjeux sécuritaires de cette localité sont en outre la lutte contre les coupeurs de route et l'éradication de leur paillage clandestin. Et si les gendarmes d'Ayamé ont poussé un sourire pour exprimer leur joie, la joie de recevoir cet engin, les populations de Korogo, elles, ont plutôt ri aux éclats hier samedi. Et pour cause, une pléiade d'humoristes était dans la place dans le cadre de la célèbre émission Bonjour de la RTI. La fête du rire, c'était donc au stade de Korogo, sous le patronage du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, en présence également de notre reporter Park Gassoro Kone, qui nous décrit l'ambiance au stade comme si vous y étiez. Stade de Korogo, bondé de monde. Ne vous méprenez pas. Nous ne sommes pas à une rencontre de football, encore moins à une compétition d'athlétisme, mais bien à Bonjour, l'émission humoristique à succès de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. À ce grand rendez-vous du rire, les artistes sur le podium font montre de leur savoir-faire. Mon mari l'a dit, quand j'étais encore en vie, quand j'attache mon cédébête comme ça matin, puis je sors dans la douche, il fait ça, Chantal, toi là, ton derrière là, ça moyen debout cadavre. Donc comment il ne veut pas, il va debout là? À quoi de ça, il vient comme ça? Quand il a 10 années, il a envoyé Zedara.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tu sais, Paul Dokuye, demandé au président Nicolas Bédié, est-ce que ça va? Et Bédié qui répond, mettez-vous à ma disposition. Le progrès sera pour tous et le bonheur pour chacun. Donc Paul Dokuye demande, mais si le bonheur pour tous, le bonheur pour chacun, si on veut manger, on fait comment? Vous voulez manger? Plantez derrière vos maisons. Celui qui joue. Joueur. Bravo. Celui qui nage. C'est nageur. C'est tout. Celui qui s'assoit. C'est un soyeux. Placé sous le patronage du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, maire de Korogo, représenté par le préfet des régions, préfet du département de Korogo, et sous le parrainage de Lassina Ouattara, fils de Korogo, chargé des missions du président de la République, autorités, élus, cadres et populations sorties nombreuses, fiers d'accueillir Bonjour 2018. Je suis fier de la population de Korogo. Vraiment, je remercie tous les artistes qui sont venus à Korogo et je suis très content. Et je dis merci au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. On va faire revenir Bonjour 2019, Inch'Allah, à Korogo encore. Bonjour 2018 à Korogo terminé. Rendez-vous est donc pris l'année prochaine pour des instants d'humour et de rire. My Blamse, I give me your sedara, I go to Nyenge, I cocoa my coffee. Elles sont en chair, elles sont belles, gracieuses à l'africaine. Ce sont les femmes Aoulaba et elles participent au concours Aoulaba dont la 12e édition a été lancée récemment ici même à Cocody. Cette année, le comité Aoulaba de Côte d'Ivoire a décidé de mettre l'accent sur le tourisme, vecteur de promotion et de développement local. Les phases éliminatoires démarrent le 7 avril prochain et une douzaine de villes seront visitées à l'occasion. Issa Yeo était au lancement. Qui succédera à Okobelei Marcel à Aoulaba 2017? La réponse, le 26 juillet prochain. Le concours de beauté au canon esthétique propre à l'Afrique, édition 2018, est lancé. Occasion pour la présidente du comité Aoulaba Côte d'Ivoire, Kassi, de porter à l'attention des populations l'importance d'un tel concours pour le pays. Le concours Aoulaba en lui-même est un facteur de développement touristique pour notre pays. Certaines civilisations ont leur propre canon de beauté qu'elles promeuvent suffisamment au point où nous, Africains, sommes souvent tentés de renoncer à notre propre identité. Pour le parrain, le concours Aoulaba est tout simplement l'expression de la valorisation de la diversité culturelle. À chaque peuple, à chaque civilisation, ses canons de beauté. Le prisme d'appréciation de la beauté d'un Chinois est différent de celui d'un Mexicain, qui est différent de celui d'un Québécois. Aoulaba est le canon de la beauté de la belle femme africaine originaire. 12 villes vont être sillonnées par le comité Aoulaba Côte d'Ivoire à partir du 7 avril prochain pour les phases de présélection. Cette compétition, une véritable fête à chaque manche, comme l'a démontré l'artiste Zougou, Bilé Didier, lors de la cérémonie de lancement à Cocody. Il s'agit de beauté avec grand B. Un mot de sport dans ce journal et c'est du foot en tête 2-0. La Côte d'Ivoire s'est laissée rattraper par le Togo, 2 buts partout ce samedi en match amical. D'un doublé, Floyd Haïté a répondu à Nicolas Pepe, également auteur de 2 buts. Le compte-rendu de nos confrères de RTI Sport. Plus d'une année après leur nul familial à OM au Gabon, Éléphants de Côte d'Ivoire et Éperviers du Togo avaient rendez-vous ce samedi 24 mars à Beauvais, au stade Pierre-Brisson. Au bout du quart d'heure de jeu, un relais Max Gradel, Ghislain Conan permet à Nicolas Pepe d'ouvrir le score pour les Éléphants de Côte d'Ivoire. Les hommes de Camara Ibrahim se signalent de rechef sur un coup franc ultra rapide de Sérédier. Nicolas Pepe encore lui a raison de Bassagueri. 2-0 pour les éléphants. On croit alors que les Ivoiriens vont s'offrir un festin d'éperviers. C'est là qu'ils se mettent plutôt au régime. Adebayor et les siens se mettent alors à table et au bout de ce mouvement, Floyd Haïté profite d'une errance défensive pour ajuster Mandé Sayouba. On joue la 41e. Ce sera tout pour la première mi-temps.
Les éperviers entament la deuxième partie bec et ongle, mais l'Alawele Atakora ne peut exploiter l'offrande d'Adebayor Cheyi. Les intentions togolaises se précisent à la 55e. Adebayor Cheyi flaire le coup, Mathias Dosevi puis Laba Kodjo y vont de leur complicité et Floyd Haïté puni pour la deuxième fois le pauvre Mandé Sayouba. Claude Leroy et Kamara Ibrahim font des réglages en fin de partie, mais le score restera en l'état, 2 buts de chaque côté. Le pacte de non-agression entre les éperviers du Togo et les éléphants de Côte d'Ivoire se poursuit. Un commentaire de Ricardo Zama, et voilà qui nous conduit au magazine du dimanche. Notre invité est installé. Il s'agit de Marcel Guaguidi, le directeur général du SOAC, le système ouest-africain d'accréditation. Monsieur le directeur général, avant d'entamer notre entretien, je vous propose de suivre cet élément. Il plante le décor et c'est avec Cheikh Koné Aboubakar. Au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la délivrance d'accréditation au laboratoire d'analyse et d'essai, au bureau d'inspection et de certification se faisait uniquement par des organismes étrangers d'accréditation à des coûts élevés. Mais depuis 2010, le système ouest-africain d'accréditation SOAC voit le jour et devient ainsi l'unique organisme d'accréditation commun aux 8 pays membres de l'UEMOA. Une véritable bouffée d'oxygène pour l'économie sous-régionale. Avec cet outil, les entreprises ont désormais la possibilité de faire vérifier la conformité de leurs produits avant export par des organismes d'évaluation. Par ailleurs, ce dispositif garantit aux populations la consommation de produits et services conformes, sains et sûrs, attestés par les dispositifs nationaux de conformité. Pour abriter le siège social de cet organisme communautaire, c'est la Côte d'Ivoire qui a été retenue après une compétition serrée entre les 8 pays de l'Union. Dans quelques mois, le siège définitif de cet organisme sortira de terre. Pour l'instant, dans le cadre du démarrage de ces activités, le SOAC bénéficie de l'appui technique et financier de la Commission de la CEDEAO à travers le programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest. Selon les statistiques du Centre du commerce international, grâce à cet outil, le nombre d'entreprises certifiées dans l'Union a augmenté de 40%. Alors, merci déjà d'être venu sur notre plateau. Dites-nous, qu'est-ce que le SOAC? Présentez-nous le système. Merci déjà. Je voudrais d'abord vous remercier, M. Diaby, pour cette invitation qui donne l'opportunité au SOAC d'être présenté en Côte d'Ivoire. Donc, le SOAC, c'est le système ouest-africain d'accréditation. Et comme ça a été si bien dit dans le reportage, c'est un organisme d'accréditation unique pour les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui a pris du temps pour se mettre en place. On va dire que les travaux ont commencé depuis 2005. Les États ont pu s'entendre en 2010. Et après plusieurs activités, aujourd'hui, le SOAC lance ses activités au niveau de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour bientôt? C'est pour bientôt. Je crois dans 2-3 jours, le 28 prochain, le 28 mars. Nous avons toute une semaine d'activités avec un lancement et une remise des clés prévue le 28 mars. Des clés du siège. Des clés du siège. La Côte d'Ivoire abrite donc le siège. Tout à fait, la Côte d'Ivoire. Pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire déjà? Alors la Côte d'Ivoire, on a 8 États. Il fallait mettre les États en compétition. Donc la commission de l'UEMOA a travaillé à organiser cette mise en compétition avec des critères très précis. Déjà le tissu économique. Parce que vous savez, il faudra pour le SOAC à un certain moment assurer sa rentabilité. Il faut donc que le pays qui abrite cet organisme puisse présenter des atouts en termes d'entreprise, en termes d'organismes d'évaluation de la conformité à accréditer. Il y avait aussi la volonté des États. Est-ce que le pays est engagé en termes de politique? La volonté de mettre tout de suite à disposition un siège équipé. Plusieurs critères et très sélectifs. Plusieurs pays ont compétit et la commission de l'UEMOA est venue avec les résultats. La Côte d'Ivoire est retenue. D'accord, alors vous serez situé au plateau. Il y a des notions qui reviennent régulièrement. On parle d'accréditation, on parle d'évaluation de la conformité. Ça fait beaucoup pour le simple profane que sont beaucoup qui nous regardent aujourd'hui. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Accréditation, concrètement, c'est quoi? Alors, pour définir l'accréditation, peut-être je vais commencer par l'évaluation de la conformité, prendre un domaine qui nous concerne tous. On a beaucoup parlé d'industrie, mais vous avez aussi la question de la santé. Vous allez faire des soins à l'hôpital. On vous demande d'aller faire des analyses en laboratoire. Et c'est sur la base des résultats de ces analyses que le médecin va prendre la décision de vous opérer ou pas.
Il faut donc qu'il y ait des organismes d'évaluation de la conformité qui vont permettre de s'assurer, de faire les analyses nécessaires, par exemple à la prise de sang, comme vous aurez fait. Donc voilà, le laboratoire va constituer ce qu'on appelle un organisme d'évaluation de la conformité, de la même manière que nous allons avoir des organismes d'inspection, par exemple, qui font des inspections tous les jours, ou des organismes de certification. Vous avez parlé dans le reportage d'entreprises certifiées. Ça veut dire qu'un organisme est venu pour faire l'évaluation de conformité de cette entreprise par rapport à des normes. Alors, ça nous permet de glisser vers la notion d'accréditation. Tous ces organismes qui effectuent l'évaluation de la conformité ont besoin aussi d'être évalués. Et c'est dans ce cadre-là qu'entre en jeu l'accréditation, un organisme en place qui est chargé d'évaluer ces structures pour s'assurer qu'elles sont effectivement compétentes pour réaliser leur métier et leurs activités. Même M. Gbaguédé, la pratique, c'est d'avoir un organisme par État. Mais qu'est-ce qui justifie le choix d'en avoir un organisme pour 8 États, les 8 États membres en même temps de l'UEMOA? Merci pour cette très belle question. Je crois que c'est une vision de la commission de l'UEMOA. On va dire cette approche est assez rare dans le monde. Je pense que nous avons 3 ou 4 organismes qui ont adopté ce modèle. Ça part d'un principe simple. L'accréditation, à un certain moment, coûte cher et il faut des économies suffisamment solides pour pouvoir les supporter. Les pays industrialisés ont commencé avec un organisme par État. Mais comme nous avons la chance d'être dans une zone intégrée avec la commission de l'UEMOA, l'idée c'est de se dire, mettons ensemble nos forces et prenons le modèle multi-économie de manière à ce que les charges puissent être réparties entre tous les États. Et ça permet ainsi de combler le gap d'un État à l'autre et de permettre aux États de se mettre à niveau progressivement grâce à cet organisme. D'accord. On a parlé de santé, on a parlé d'industrie, mais quels sont effectivement l'ensemble des domaines, tous les domaines qui sont concernés, les domaines d'activité concernés par l'accréditation SOAC? Chaque fois que vous parlez d'évaluation de la conformité, l'accréditation doit être présente. Il y a la santé. Au départ, la commission de l'UEMOA avait identifié des domaines prioritaires. La santé, les bâtiments et travaux publics. Vous voyez tous les jours les questions qui sont posées avec ces bâtiments, qui sont construits, mal contrôlés. Vous avez aussi la question agroalimentaire. Mais de manière générale, on peut dire que l'accréditation couvre tous les domaines qui vont demander la mobilisation des questions d'évaluation de la conformité. Et si je reviens particulièrement au cadre de la Côte d'Ivoire, vous avez pris des textes complémentaires au règlement qui crée le SOAC pour donner libre champ au SOAC pour s'occuper de toutes les questions d'évaluation de la conformité au niveau national en Côte d'Ivoire. D'accord, le SOAC, d'accord, mais à quoi on peut s'attendre par rapport à l'impact des actions du SOAC sur les populations, sur le consommateur, sur les entreprises, de l'impact concret? Oui, pourquoi les pays font autant d'efforts pour mettre en place ce type d'organisme? On a vu plusieurs crises, par exemple sanitaires. En Europe, la crise de la vache folle, la viande de cheval, ainsi de suite. Vous avez beaucoup de produits qui entrent, des produits qui sortent. Comment est-ce qu'on garantit que les produits qui sont mis sur le marché sont conformes? Vous avez la téléphonie, vous avez pas mal de produits auxquels le consommateur est confronté tous les jours. Et il faut un dispositif fort, solide, qui permet d'avoir un mécanisme d'évaluation. Et tout le monde est impliqué dans cette chaîne pour sécuriser, in fine, le consommateur. On va avoir les entreprises qui fabriquent, on va avoir les commerçants qui importent les produits, on va avoir les organismes d'évaluation de la conformité qui doivent faire des inspections, les entreprises qui vont se faire certifier, les laboratoires qui vont analyser. Et c'est cet ensemble qui nécessite justement d'avoir ces organismes en place pour protéger le consommateur. Et ici, chez nous, en Côte d'Ivoire, on a une quinzaine de structures qui sont accréditées en Côte d'Ivoire par des organismes étrangers. Alors, que va-t-il se passer? Qu'adviendra-t-il une fois que le SOAC sera effectivement mis en place? Il faut dire déjà remercier au passage la commission de la CEDEAO, la commission de l'UEMOA, l'Union européenne, parce que c'est un travail de longue haleine. Parmi cette quinzaine d'organismes, je pense qu'il y a une dizaine qui ont été appuyés par ces programmes pour arriver à ce niveau-là. Et c'est également cette coopération qui permet aujourd'hui d'avoir le SOAC. Déjà, c'était de faire en sorte qu'on sache qu'il est possible d'avoir des organismes accrédités en Afrique. Il n'y en avait pas il y a une dizaine d'années. Mais une fois que cet objectif est atteint, il s'agit maintenant de faire baisser les coûts. Ces organismes vont travailler en partenariat avec le SOAC et progressivement, lorsque le SOAC va atteindre sa notoriété internationale, parce que le SOAC aussi doit être évalué, en accréditation, il n'y a pas de compétition. Donc ces organismes, dans le cadre des accords internationaux, vont se retirer
et laisser la place au SOAC. Et au-delà des pays de l'UEMOA, je sais par exemple que ce sera un peu plus large, ce sera au niveau de la CEDEAO. Comment va s'organiser la synergie? Il y a eu beaucoup de travaux aussi, de réflexion pour voir comment faire en sorte que les 15 pays de la CEDEAO puissent bénéficier d'un système d'accréditation. Aujourd'hui, à Dakar, déjà à Abuja en novembre et à Dakar en février dernier, plusieurs dispositions ont été mises en place, notamment le système régional d'accréditation de la CEDEAO, qui est composé pour le moment de 3 organismes, le SOAC qui couvre les 8 économies de l'UEMOA, plus le Nigeria qui a créé son organisme d'accréditation et le Ghana. Qui sont donc des pays non membres du SOAC. Non membres de l'UEMOA, de la CEDEAO, membres de la CEDEAO, non membres de l'UEMOA, et avec lesquels nous allons travailler en partenariat pour couvrir les besoins des 15 pays. Bien sûr. D'accord. Et puis, quelle est donc la place du SOAC dans le système régional d'accréditation de la CEDEAO? Alors, le SOAC, à lui seul, couvre 8 économies. Cela n'empêche que il nous reste encore des pays à couvrir. Vous avez par exemple la Guinée qui est francophone, le Cap-Vert aussi qui est lusophone. Il vous reste aussi des pays anglophones. Donc nous avons justement une séance de travail au cours de cette semaine avec nos collègues du Nigeria, du Ghana, pour réfléchir aux perspectives du système régional d'accréditation de la CEDEAO et voir comment, avec cette synergie, couvrir les besoins de l'ensemble des pays de la CEDEAO. D'accord. Et est-ce que le SOAC, oui, 8 États de membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, mais est-ce que vous avez entrepris des démarches, une démarche pour avoir une reconnaissance un peu plus large au niveau africain, par exemple, ou même plus au-delà, à l'international? Tout à fait, c'est indispensable d'aller dans ce sens. C'est pour ça que le SOAC travaille étroitement avec la coopération africaine d'accréditation. Personnellement, je suis l'un de leurs évaluateurs des pairs, c'est-à-dire ceux qui vont évaluer les organismes d'accréditation de la région. Donc la coopération est déjà en place. Également, le SOAC participe à tous les travaux internationaux, notamment au niveau de l'ILAC, qui est la structure internationale en matière d'accréditation, et de l'IAF. Et je crois que le travail a déjà commencé pour sa reconnaissance internationale. Il y a une série d'activités qui sont prévues dans le domaine de la qualité, de l'accréditation cette semaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Cette semaine, à partir du 28, je crois. Déjà, à partir de demain, Monsieur le ministre de l'Industrie et des Mines par intérim nous fait l'honneur de nous recevoir en audience pour un peu discuter sur les questions demain, lundi 26. Lundi 26. Le 27, nos collègues du Nigeria, NINAS et du Ghana, nous rejoignent pour des travaux communs, pour discuter sur les questions d'accréditation pour l'ensemble des pays de la CEDEAO. Le 28, nous avons un atelier national sur l'infrastructure qualité de la CEDEAO, organisé par le ministère de l'Industrie et des Mines. Au cours de cet atelier, il sera procédé à la remise des clés du SOAC par le ministère de l'Industrie. Et le 29 et le 30, nous avons l'Assemblée générale du SOAC avec l'ensemble, le conseil d'administration et l'ensemble des membres de l'Assemblée générale pour prendre les grandes décisions qui vont permettre de lancer effectivement le SOAC, les activités du SOAC en Côte d'Ivoire. Dites-nous déjà, qui sont les partenaires du SOAC qui ont permis d'aboutir à sa création? Merci pour cette question pertinente. C'est l'occasion déjà de remercier tous ceux qui travaillent sur ce projet depuis plus de 15 ans, particulièrement la commission de l'UEMOA qui est à l'origine de ce projet, complété ensuite avec la commission de la CEDEAO, mais également l'Union européenne qui est l'un des principaux bailleurs de fonds des questions de la qualité dans la région, et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, qui est quand même l'agence d'exécution qui a permis de mener tous les travaux qui nous permettent aujourd'hui de parler d'un SOAC pour la région ouest africaine. Et le SOAC, on le voit, c'est un projet ambitieux, mais est-ce que le SOAC, il y a des modèles similaires, par exemple, que le SOAC pourrait copier, par exemple? Alors, je vous disais tantôt que ce modèle est assez rare. Nous avons par contre la chance qu'un modèle similaire existe en Afrique australe, le SADCAS. Il couvre à lui seul 12 économies, nées de la même volonté de mettre ensemble des efforts. Et nous travaillons déjà en collaboration avec le SADCAS qui nous a beaucoup inspiré pour proposer le modèle de fonctionnement. Et cette collaboration pourra se faire avec cet organisme. Vous avez aussi des organismes européens, internationaux, du côté de l'Asie, qui ont choisi ce modèle. Donc notre objectif, c'est justement de se rapprocher de tous ceux qui ont choisi ce modèle, qui ont commencé avant nous, et pour ne pas recréer la roue et travailler selon les meilleures pratiques internationales en s'inspirant des succès déjà réalisés. Et puis on va terminer, on a 30 secondes. Quelles sont les grandes questions qui seront débattues lors de l'AG du SOAC?
Alors, l'AG du SOAC, les grandes questions, les orientations, la relation avec l'État de Côte d'Ivoire, la relation avec les partenaires et la feuille de route pour le SOAC. Qui doivent être validés. C'est moi qui vous remercie. Merci. Monsieur Gbaguedi, Marcel Gbaguedi, je rappelle que vous êtes le directeur général du SOAC, le système ouest-africain d'accréditation. Merci encore d'être venu nous parler de la structure que vous dirigez. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui. Bon dimanche sur la chaîne qui rassemble.